Alors nous revoilà, bienvenue à toi l'ami, dans un nouvel épisode de Ciné Story où je vais tenter de te raconter l'histoire du cinéma. Cette semaine dans Ciné Story, tu es cliffhanger, tu es apothéose, tu es twist final, tu l'auras compris, tu es la fin d'un film. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais. S'il y a bien une scène à ne pas rater dans un film, c'est la scène finale. Les 10 dernières minutes sont au moins aussi importantes que la scène d'ouverture, si ce n'est que ce sera la dernière que le spectateur aura en tête en sortant du cinéma. La différence entre l'ouverture et la fin d'un film est que le plan d'ouverture indique les principales idées et que la fin les renforce. C'est comme si le réalisateur surlignait les parties les plus importantes d'un film. C'est si important de bien la réussir parce qu'elle peut littéralement sauver un film, mais dans le cas contraire, finir de l'achever. Et il y a des raisons à ça. Il existe fondamentalement 3 manières différentes de terminer un film. Il y a d'abord le happy end. Le happy end est généralement considéré comme une spécialité américaine, ce qui explique l'utilisation de ce terme anglais dans de nombreux autres pays. Pour l'anecdote, le film Le Grand Bleu réalisé par Luc Besson se termine en Europe sur la mort de Jacques. Mais aux États-Unis, il se fait sauver par le dauphin qui le remonte à la surface. Et comme ça finit bien. Cette tendance aux fins heureuses a été la source de nombreux conflits entre réalisateurs et producteurs, ces derniers estimant généralement qu'un happy end serait plus vendeur que la fin pessimiste voulue par le réalisateur, ce dernier ne parvenant généralement à faire part de la fin qu'il avait voulu que grâce à un director's cut. Le director's cut, c'est la vision du réalisateur. En fait, aux États-Unis, le film en tant que produit fini appartient totalement à ses producteurs, qui sont généralement distributeurs dans la plupart des cas. Ils disposent donc d'un droit total sur le film, y compris sur le montage qui sera exploité en salle, c'est-à-dire le montage définitif, quitte à modifier celui-ci en vue d'optimiser la rentabilité du film, parfois aux dépens du réalisateur et de ses choix. Par exemple, la fin de la version américaine, la version officielle du film Blade Runner, n'a pas du tout été approuvée par Ridley Scott, le réalisateur. Elle montre les deux héros s'enfuir dans la nature. Si une fin de ce type avait été présente dans quelques versions du scénario, Ridley Scott ne voulait pas clore l'histoire de cette manière. C'est le studio qui a rajouté la séquence contre son avis et avec un Harrison Ford lié par contrat. Ridley Scott n'a pas tourné cette fin. Elle est montée grâce à des plans non utilisés de Shining que Kubrick a accepté de laisser utiliser. La voix off a été enregistrée parce que le public des projections test disait avoir du mal à comprendre le film. Ford sera le premier à déclarer qu'il trouve l'idée très mauvaise et le réalisateur en fera même une nouvelle version. À ce titre, le réalisateur, en tant que créateur, ne se voit donc reconnaître a priori aucun droit sur le contenu de l'œuvre exploitée et il ne peut pas s'opposer aux modifications apportées même si elles en dénaturent le propos, la portée ou encore les choix esthétiques. Un exemple très intéressant, c'est le film Je suis une légende. Quand la réaction du public fut très partagée lors de la scène finale de la projection test du film, les producteurs en ont créé une version alternative avant sa sortie en salle. Ainsi, contrairement à la version validée pour la sortie en salle, le docteur Robert Neville n'a pas à se sacrifier pour sauver Anna et Ethan. Si les contaminés font manifestement preuve de sentiments humains et de compassion, ils n'éprouvent en revanche aucun besoin de guérir. S'estimant satisfaits de ce qu'ils sont devenus, ils refuseront tout vaccin. Le héros comprend que c'est lui au final qui est devenu le monstre dans l'histoire, celui qui enlève femmes, enfants, époux aux infectés qui constituent la nouvelle race dominante. Cette fin, originellement souhaitée par le réalisateur, n'est présente qu'en bonus sur les DVD et Blu-ray, mais elle est beaucoup plus proche de la fin originelle du livre. Au lieu de cette fin douce amère que vous avez vue en salle, le film se serait terminé sur un gros bad ending général et ça plaît pas de ouf aux producteurs. Parce que certes, il se sacrifie, mais tout est bien qui finit bien pour l'humanité, l'espèce, pas le journal, qui s'en sortira grâce au vaccin qu'a trouvé Robert Neville. La fin du réalisateur remet tout le film en question, toutes les actions de Neville en question, qui se rend compte qu'il ne sert à rien mis à part pourrir la vie des infectés. Transition toute trouvée pour parler des fins douces amères. C'est une histoire qui se termine à la fois de façon agréable, mais aussi désagréable, qui mêle le plaisir et la peine. Donc, Harry va souffrir, mais en fait, il va être heureux de souffrir.
Au cinéma, ça demande une histoire avec un ou des personnages principaux qui meurent ou qui prennent cher mais dont la quête se termine bien ou du mieux possible compte tenu de la situation développée dans le film. C'est une fin qui n'est pas ouvertement heureuse, mais a juste un soupçon de quelque chose de sombre qui menace encore. Dans Star Wars 8, Luke qui se refuse à faire front à l'Empire seul, sabre à la main, pour finir face à l'Empire seul, sabre à la main, finit par mourir, ce qui, paradoxalement, permet à la résistance de survivre. Dans La vie est belle, le papa meurt, mais son fils n'aura pas connu toutes les tragédies auxquelles ils ont été confrontés. Sa mission est réussie. Dans Armageddon, le personnage joué par Bruce Willis meurt, mais c'est badass, et il sauve la Terre, il réussit sa mission. Dans un autre registre, le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mon film préféré, offre une fin du même type. L'histoire suit Joël et Clémentine, un couple qui a passé 2 ans ensemble jusqu'à ce que les choses tournent mal. Clémentine prend contact avec une entreprise qui a une technique pour supprimer des souvenirs spécifiques et entreprend de supprimer tous les souvenirs qu'elle a de Joël. Quand Joël l'apprend, il est dévasté. Le fait de lui avoir fait subir ça est insupportable pour lui et il décide finalement de subir le même processus et d'enlever tous ses souvenirs d'elle et de sa trahison. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure du processus, il se rend compte que les souvenirs qu'il a d'elle sont importants pour lui. Alors il lutte afin de préserver quelques souvenirs mais finit par l'oublier complètement. Le truc, c'est que Joël et Clémentine se rencontrent à nouveau dans un train sans aucun souvenir l'un de l'autre et retombent amoureux. Malheureusement, ils finissent par découvrir les dossiers de leur mémoire effacés et se rendent compte qu'ils ont essayé de s'oublier. Ils donnent finalement une autre chance à leur relation. Et bien que cela puisse sembler être une fin heureuse globale, elle comporte 2 questions. Combien de fois se sont-ils déjà effacés et leur relation durera-t-elle ou échouera-t-elle à nouveau? Une excellente façon de terminer le film, vraiment de façon douce amère. Shutter Island et Vol au-dessus d'un nid de coucou peuvent aussi rentrer dans cette catégorie par exemple. Certes, ça se termine mal pour les personnages principaux, mais, parce que oui, il y a un mais, ils sont pour ainsi dire libérés, et quelque part, il vaut mieux que ça se termine ainsi. Alors, on est à la toute limite du film qui se termine mal, on va pas se le cacher. Le cinéma n'est globalement pas particulièrement friand du film qui se termine mal. C'est pour ça qu'il y en a finalement très peu en comparaison avec le reste. Faites l'expérience, vous pouvez trouver un film qui d'apparence termine mal, mais il y a souvent un mais. Ça se termine mal, mais un élément, une scène, casse ce sentiment de défaite. Ou alors, c'est fait exprès. Dans Avengers Infinity War, Thanos a gagné, faisant disparaître la moitié de la population. Mais ce n'est que la première partie. Et n'oubliez pas qu'à Hollywood, et en particulier chez Disney, l'important c'est que la morale soit sauve. D'ailleurs, pour l'anecdote, à la fin du générique d'Hercule, on entend Hadès. Et il n'est pas. Mais alors, pas content du tout. Ce qui est marrant, c'est que ce que vous allez entendre n'existe qu'en anglais ou en doublage québécois, comme si la version américaine se moquait d'elle-même avec son film qui finit bien. Et voilà, évidemment, ça finit bien. Et comme toujours, tout le monde a eu ce qu'il voulait, sauf moi. J'ai rien gagné, moi. Rien du tout. Vous m'écoutez, oui ou non? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis plus que l'écho de moi-même ou quoi? Coucou, hello! Je parle dans le beurre ou dans l'hyperespace, là? Coucou, c'est moi! Star Wars 3. On pourrait considérer qu'il se termine mal si on le prend sans ses suites, car pour le coup, les méchants gagnent vraiment à la fin et infligent une sévère correction aux gentils. Chute de la République, avènement de l'Empire, génocide des Jedi, Anakin qui bascule du côté obscur de la Force, mort de Padmé et enfin Yoda et Obi-Wan qui partent en exil. Par film qui se termine mal, il faut entendre ces œuvres où les méchants ou la mission du méchant réussissent à la fin. Ces films où le personnage principal gentil meurt, échoue, disparaît, faisant voler en éclats le dictat du happy ending. Alors je précise gentil parce que dans Shining par exemple, le personnage principal meurt. Et à la vue du seul mec tué du film, on peut dire que c'est un happy ending. Le film La Route par exemple, c'est l'archétype du film qui termine mal. Tout le long de l'histoire, on entend un père dire à son enfant dans un monde apocalyptique qu'il y a un endroit où il y a de l'espoir de survie. Et le père meurt arrivé à cet endroit. Et il n'y a rien. Alors certes, son fils est secouru par 2 inconnus, mais il n'y a aucun espoir. Ça termine mal, bien qu'un peu édulcoré par rapport au livre, qui lui se termine très mal.
Ensuite, il y a des hommes et des dieux. Alors, ça termine mal, mais c'est tiré d'une histoire vraie. Alors que La Vague amène tout au long du film la descente aux enfers du personnage principal. Et ce sont 2 films étrangement pas américains du tout. Comme vous le voyez, c'est assez rare comparé au happy end. Alors attention, je ne dis pas que des bad endings, il n'y en a pas. Mais c'est souvent des histoires d'amour, déjà. Et il n'y a pas forcément de côté manichéen où le côté du mal triomphe. De ce côté-là, on peut citer par exemple Le Silence des agneaux. À la fin du film, le brillant mais cannibale psychiatre Hannibal Lecter s'échappe de prison et part aux Bahamas où il a suivi son ancien docteur qu'il envisage d'en faire son prochain dîner pour se venger des traitements qu'il a subis durant sa détention. Il y en a un autre qui termine vachement mal, c'est Seven. Dans ce film, un tueur a décidé de commettre 7 meurtres basés sur les 7 péchés capitaux. Et il arrive à ses fins. On ressort du film avec une certaine compassion et une idée que le film n'est absolument pas moral, puisque le seul personnage qui n'a absolument rien fait de mal est également le seul qui s'en tire avec une vie totalement gâchée, sans espoir. Le plan du méchant a réussi, encore mieux que ce qu'on pouvait l'imaginer. Franchement, il faut le voir. On va revenir 2 minutes sur cette histoire de fin alternative. Parfois, elle n'existe que sur le papier, l'idée n'ayant pas été développée ou jugées pas nécessaires par les producteurs. Parfois elles ont été tournées, mais purement et simplement supprimées. Prenons l'exemple de Terminator 2. En gros, Sarah est devenue une gentille petite mamie et John un sénateur intègre. Il n'y a pas eu de jugement dernier, mais ça anéantissait toute possibilité de suite potentielle. Alors non. Et puis de toute façon, Cameron a dit qu'il préférait l'original d'ailleurs. Dans Star Wars 6, Han Solo devait mourir en héros. Luke devait aller vivre en ermite dans le désert de Tatooine, comme Obi-Wan, et Leia se serait retrouvée toute seule du coup. C'est triste, cohérent, ça suit la structure du monomythe et c'est beaucoup plus classe que la rave chez les Ewoks. Il existe aussi ce qu'on appelle une fin ouverte. Ouverte à une suite, certes, mais surtout ouverte niveau interprétation. Une fin fermée a l'avantage de ne pas nous laisser dans le flou avec des questions sans réponse, mais une fin ouverte laisse plus de liberté à notre imagination. Par exemple, dans Inception, on nous fait savoir que si la toupie tourne sans s'arrêter, les personnages sont dans un rêve. Si la toupie tombe, c'est la réalité. À la fin du film, la caméra s'approche de la toupie qui tourne et au moment où elle se met à vaciller, l'image laisse place à un écran noir. Le spectateur ne sait donc pas si le film se termine dans un rêve ou la réalité, bien que personnellement, rien que le fait de la voir vaciller, c'est-à-dire sur le point de tomber, je pense que c'est la réalité. Un peu plus tôt dans le film, on voit la toupie dans un coffre tourner sans jamais vaciller. Alors bon, 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors déjà, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse le droit de quitter immédiatement cette vidéo pour aller regarder ce film. Attention, ça dure 2h30. Ensuite, c'est un exemple parfait de fin ouverte, que je ne tenterai même pas d'expliquer ici pour des raisons évidentes. Cette fin ouvre pas mal d'interprétations possibles, mais Kubrick sous-entend que l'évolution de l'homme est tellement basée sur les outils et la machine que lorsqu'il a fini par épuiser toutes les ressources de la technologie, il est condamné à mourir. En gros. Le réalisateur délivre toutefois un message optimiste en affirmant clairement que l'homme reste en constante évolution à travers l'image d'un fœtus perdu dans l'espace près de la Terre. Voilà, je sais pas si c'était très clair. Et si ce n'est pas encore suffisant, il existe depuis la fin des années 70, dans certains films, ce qu'on appelle des scènes post-crédit. C'est une courte séquence qui apparaît après la totalité ou une partie du générique d'un film. Cette séquence est généralement un trait d'humour ou introduit une suite possible. Dire qu'il y en a encore qui partent avant la fin du générique d'un Marvel. Et oui, j'en ai vu. Mais parfois, ça peut changer absolument tout le sens du film ou créer pas mal d'incohérences. C'est pourquoi il ne faut pas trop en abuser. Dans X-Men 3, par exemple, on voit le professeur Xavier imploser. Après le générique, il y a une scène où l'homme comateux de la vidéo que Xavier a montré à ses élèves un peu plus tôt est allongé dans un lit d'hôpital. Le docteur entre dans la pièce pour voir le patient endormi, seulement elle est accueillie par la voix du professeur. Elle regarde son patient avec incrédulité et lui dit Hello, Moira.
Outre le fait que ça brise totalement l'effet de sa mort, ça n'explique pas comment Charles retrouve son corps qui a toujours implosé, dans la scène post-générique de Wolverine, le combat de l'immortel sorti en 2013. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'explication possible, je dis juste que pour un néophyte, ce n'est pas expliqué. Et c'est pas normal. Voilà, c'est terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. C'est très important. Cinestory, c'est terminé. Je sais pas si on va se retrouver dans 15 jours ou l'année prochaine. Je ne sais pas si ces vidéos vous ont plu, mais ça a toujours été un véritable plaisir de partager tout ça avec vous. Pas mal comme fin ouverte, non ? Allez, ne lâchez rien. Bisous.